Bonjour à toutes et à tous, je suis Eris. Et je suis Céline. Et nous sommes le Geek Squadron. Alors aujourd'hui, on va parler livres, mais pas n'importe quel livre. On met de côté notre chère Haute République pour discuter du livre de Boba Fett, qui n'est d'ailleurs pas un livre, mais une série découpée en chapitres. Le livre de Boba Fett, c'est LA série qu'on n'attendait pas. La seule série qui n'avait pas été annoncée lors de la grand-messe Disney de fin de 2020, mais dont on a découvert l'existence un peu par hasard à la fin du tout dernier épisode de la saison 2 de Mando. L'épilogue d'un épisode qui ne nous avait visiblement pas assez bouleversés, puisque Lucasfilm a cru bon d'en rajouter une couche, en nous mettant ce petit aperçu de Boba qui réclame le trône de Jabba le Hutt. Alors dans la saison 2 de Mando, l'épisode du retour de Boba Fett avait été réalisé par Robert Rodriguez. Manifestement, il n'en avait pas eu assez, puisqu'il est devenu showrunner pour cette série, qu'il pilote avec toujours Jon Favreau aux commandes, qui commande bien sûr Mandalorian. Et il est à la réalisation pour pas moins de 3 épisodes, le premier, le troisième et le tout dernier. À la réalisation, on va aussi avoir Steph Green pour le deuxième épisode, qui est une réalisatrice de série qui a fait des petites séries comme Watchmen, des petits trucs, voilà. On a aussi Bryce Dallas Howard, qu'on a déjà vu sur 2 épisodes de The Mandalorian, et qui signe l'épisode Mandalorian de la saison, on va dire. On a aussi Kevin Tankashroen. Alors, c'est pas évident à prononcer, mais c'est aussi un réalisateur qui a officié pour Agent of S.H.I.E.L.D., donc à mon avis, il connaît bien Ming-Na. Il signe l'épisode 4. Il a aussi fait des films, il a fait notamment le remake de Fame. Et puis, Dave Filoni nous a fait son petit épisode avec Ahsoka et Luke, quoi. Enfin, normal. C'est ça, il a fait son Filoni, on aurait été déçus si ça n'avait pas été le cas. Donc je te propose qu'on parcourt le scénario, mais plutôt d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on va recommencer avec le début des flashbacks. Alors on a quelques petits flashbacks avec Kamino, mais finalement on n'a pas de dialogue, on n'a rien du tout. Et après... Vraiment, les flashbacks commencent avec la sortie du Sarlacc. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, c'est vrai que les flashbacks dans la saison, ils sont plutôt bien amenés. Il y a ce côté, voilà, on sent que c'est un peu dans les rêves, puisque les flashbacks sont toujours à un moment où Boba est dans son fameux... sa cuve à Bacta. Caisson à Bacta, cuve à Bacta, merci. Voilà, donc il y a ce côté, ça vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est quand même visuellement assez bien amené, et c'est vrai que ça nous en apprend plus sur le personnage. Alors ça nous en apprend plus sur le personnage finalement à partir du retour du Jedi jusqu'à effectivement le livre de Boba Fett, puisqu'on a, comme tu le disais, très très peu de flashbacks sur Kamino. C'est plus des impressions de voir son père partir, etc. Mais on n'a pas, ils nous ont pas fait de flashbacks de ce qui se passe par exemple dans les Clone Wars ou des choses comme ça. Donc ces flashbacks, ils ont un intérêt, c'est justement de reconstruire pour nous le puzzle un petit peu de la vie de Boba Fett depuis sa fameuse chute dans le Sarlacc jusqu'à quand il est revenu aux côtés de Din Djarin dans la saison précédente du Mandalorian. Donc on va le voir, évidemment on va voir enfin comment il s'est sorti du Sarlacc, puisque ça c'est quelque chose qui avait été très documenté dans le légende. On savait qu'il sortait du Sarlacc, mais on savait pas comment. Donc on en a enfin l'aperçu. Et puis ça va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fichu sur Tatooine pendant 5 ans, en fait. Moi j'ai trouvé que la sortie du Sarlacc était pas trop mal, c'est assez réaliste finalement. On arrive assez bien à croire qu'il se soit pas fait manger. Bon, moi qui suis plutôt quelqu'un à dire non mais quand le mec est mort, il est mort, faut arrêter de les ressortir. Ils ont réussi à me convaincre que c'était à peu près
plausible. Voilà. Et après, c'est vrai que toute la partie suivante avec les Tusken, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très intéressant. On a vraiment une immersion dans la culture Tusken. On s'attache facilement à cette petite tribu. Et puis la petite gamine qui le mène par le bout du nez à chaque fois. Bon, le coup du monstre en plein milieu, bon, c'est pas... Je l'ai pas trouvé magnifique, je veux dire d'un point de vue design. Mais j'ai trouvé que voilà la façon apprendre à la façon dont ils construisent leurs armes, la façon dont ils trouvent de l'eau, leurs relations entre eux, j'ai trouvé que c'était plutôt bien croqué. Vraiment, on avait une immersion complète dans une vraie culture qui avait été développée pour le coup, puisque finalement, la culture Tusken, elle avait jamais été vraiment développée dans Star Wars. Alors, elle l'avait été un petit peu dans le Légende, puisque on avait ce Jedi. Alors au départ, c'est Sharad Hett. Alors on part de l'époque République Clone Wars. Sharad Hett, qui était un Jedi Tusken. Enfin, plus ou moins élevé dans les Tusken, qui a un fils Asharad Hett, qui sera élevé effectivement dans la culture Tusken et Jedi, et c'est Asharad Hett qui devient après Darth Krayt. Donc on a cette continuité des comics Clone Wars vers les comics Legacy, où on avait un petit aperçu, mais plus on n'avait pas une immersion aussi importante dans leur culture, leur tradition. On en voyait un petit peu, alors qui sont très différentes de ce qui a été posé là dans le Book of Boba Fett, mais c'est un petit peu normal, puisque là on parlait de comics légendes et là on est dans du canon enfin pur et dur. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est d'avoir, jusque-là on les avait dépeints comme des barbares. Enfin, je veux dire, les mots d'Anakin, c'était ce sont des animaux, je les ai égorgés comme des animaux. Dans Un Nouvel Espoir, bon, on avait juste Obi-Wan qui sous-entendait qu'ils avaient quand même une certaine forme d'intelligence, puisque dit qu'ils marchent toujours l'un derrière l'autre en file indienne pour dissimuler leur nombre. Donc, ce qui prouve bien que ce ne sont pas des animaux, mais des gens capables de réflexion. Mais on les avait toujours pris un peu pour, des primitifs quelque part. Et justement, c'est là où je trouve que la série est très intéressante, c'est que on a renversé cette image du sauvage. On est un peu dans ce cliché que pouvaient avoir les peuples occidentaux face à des cultures qui ne sont pas occidentales et qui donc, aux yeux des occidentaux, étaient considérées comme primitives et pas très évoluées, pas très civilisées. Et là, en plongeant à fond dans la culture Tusken, on se rend compte qu'on avait ce biais du sauvage, du primitif, et c'est pas du tout ça en fait. Ils ont une très grande connaissance de Tatooine, de comment survivre sur Tatooine, de ce qu'était Tatooine avant, puisqu'on parle, à un moment donné, il y a eu une allusion au fait que avant Tatooine était recouverte d'océan. Donc ils ont une notion de temps, il y a une transmission de savoir qui se fait, et on peut vraiment faire un parallèle avec beaucoup de cultures indigènes dans notre propre monde, dont on prend conscience, sur lesquels on se penche. Je pense aux Amérindiens, je pense évidemment aux Maoris, puisque Temuera Morrison qui joue Boba Fett est Maori. Et voilà, et tout ce côté, dire qu'il y a d'autres civilisations et qu'il n'y en a pas une qui soit forcément meilleure qu'une autre. Et il y a toute une construction qui s'est faite tout au long, non seulement de The Book of Boba Fett, mais aussi du Mandalorian, puisqu'on avait déjà introduit les Tusken dans le Mandalorian, avec un langage qui est différent de ce qu'on avait vu jusque-là. Nous, on avait vu que les cris, les comme ça. Là, on avait un système de langue des signes qui était basé sur l'American Sign Language d'ailleurs.
Oui, en fait, dans le Mandalorian, vraiment, on avait cette évolution. On était passé j'ai envie de dire, des westerns de John Wayne à Danse avec les loups. Là, on avait finalement suivi cette façon de voir les Amérindiens un peu comme les Occidentaux ont vu aussi les Amérindiens, c'est-à-dire que d'abord on les a vus comme des primitifs et la culture dominante les a stigmatisés ainsi. Et ensuite, petit à petit, on a repris leur culture. Leur culture a été mise en avant finalement dans la culture populaire, et on a fait la même chose là dans Star Wars. Finalement, on a d'abord fait que des contenus où c'était des primitifs, et puis petit à petit, voilà, avec le Mandalorian, et puis là encore plus avec The Book of Boba Fett, on a vraiment découvert que il y avait plus, il y avait une vraie culture, il y avait quelque chose de civilisé entre guillemets, hein, parce que bien sûr c'est un mot qui est complètement dévoyé, mais oh, c'est vrai que c'était très intéressant cette plongée là. Tu le disais tout à l'heure, de voir comment ils créent leurs armes, enfin tout le rituel qu'il y a autour de la création de l'arme, parce que c'est pas juste une arme, il y a un côté un peu comme le Jedi en fait, avec le Jedi qui va passer une initiation pour choper son cristal, créer la garde de son sabre laser, à l'assembler tout autour du cristal, etc. Là, on a quand même l'espèce de lézardonné là qui vient te filer des hallucinations. Ensuite, l'hallucination te fait voir des arbres dans un désert qui a pas vu une goutte de pluie depuis je ne sais combien de millénaires, et tu reviens avec une branche de cet arbre que tu vas tailler pour t'en faire un Gaddafi. Enfin voilà, il y a toute une cérémonie en fait. C'est très très codifié. C'est presque religieux en fait. Oui, et voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. La manière dont on s'est toujours demandé comment les Tusken ils pouvaient survivre dans le désert, bah voilà, c'est répondu avec les espèces de melons noirs là qui sont pleins d'un espèce de liquide aqueux qui visiblement est très rafraîchissant et désaltérant. Donc vraiment là, c'était le côté très inattendu et très appréciable en fait de cette série The Book of Boba Fett. Enfin, vraiment, je m'attendais absolument pas à avoir cette immersion dans une culture complètement différente et puis complètement imaginée en fait. Enfin, ils sont allés très loin dans les détails justement de la culture toscane. Et ils ont poussé le curseur aussi visuellement pour que on voit tout de suite qu'il y a de la culture, puisque jusque-là ils étaient tous habillés pareil. Là, on voit qu'il y a le chef qui a des ornements différents, de la femme guerrière aussi, de l'enfant. Chacun est différent, a des bijoux. Les tentes aussi, dans l'épisode 2, on avait plutôt des espèces de yourtes. Là, on a un nouveau type de tente qui ressemble plutôt aux bédouins. Donc, on voit que il y a des codes un peu différents par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Oui, probablement un système tribal. Chaque tribu, chaque clan a des ornements différents, des coutumes différentes, enfin, qui montrent qu'en fait, qu'il n'y a pas une civilisation toscane, mais plein de satellites autour, en fait. Et il y a aussi un parallèle justement avec notre monde, puisque tu disais que on apprend que Tatooine avait été océanique, et on sait que les lieux de tournage traditionnels de Tatooine, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est tourné dans un volume, je ne sais pas, mais c'est le Sahara et le Colorado, et c'est deux structures qui ont été formées par l'eau en fait. Le Sahara, c'était un océan, et le Colorado, le Grand Canyon, c'est des rivières sauvages qui ont creusé ce Grand Canyon. De là à dire qu'un jour la Terre deviendra Tatooine, il n'y a qu'un pas. Enfin, faudrait ramener un deuxième soleil quand même pour vraiment faire le parallèle, mais
Ouais, ça va être dur de ramener le deuxième soleil, mais bon. Oh, ouais, ça a été fait. Hein, non, ils ramenaient des planètes autour du soleil. Voilà, si on part sur Center Point Station qui a créé le système corélien. On sait jamais, peut-être qu'on sera un jour treuillé comme ça jusqu'à un double soleil. Voilà. Bon, en tout cas, finalement, Boba Fett les entraîne à faire une attaque de train. Donc là encore, on est dans le code du western quand même. Hein, à fond. Complètement. Et puis, il y a les représailles derrière par le gang de motards. Et là encore, on a un gros parallèle avec notre monde, parce que les motards, excuse-moi, mais alors c'est un gang de motards terriens sur lequel on a mis une tête extraterrestre. Son of Anarchy. Moi, j'ai trouvé que là-dessus, ils s'étaient pas trop cassés sur la Star Warsisation de non, de en plus, ils ont tous les mêmes américaine. speeders, il y a pas de différents modèles, enfin, tu vas avoir des gangs de bikers, ils ont pas tous la même Harley, quoi. Donc là, il y avait même pas, tu sais, les Tatooine Angels cloutés dans le dos, c'était... Ouais, c'était un peu dommage, c'était un peu expéditif, c'est dommage parce que cette attaque de train, elle était quand même assez prenante, enfin, ouais, ils ont joué à fond, comme tu disais, la carte du western, avec le truc un peu, enfin, au départ, on a quand même affaire à une équipe de bras cassés, parce que, pour des gens qui ont toujours chevauché des bantas, se mettre à chevaucher des speeders, bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident à faire, mais c'était assez sympa de voir Boba Fett essayer d'expliquer avec ses 3 pauvres mots en American Sign Language. Puis de la patience. Je dis, le mec, c'est un chasseur de primes. Il est comme le clone d'un chasseur de primes. Je dis, la patience, ça doit pas être son fort, quoi. Il a toujours vécu seul. Enfin, presque toujours vécu seul. Donc c'est, voilà, bon, ça, je m'attendais pas à ça de lui. Et c'est vrai que, ouais, il m'a fait une équipe assez solide. Puis ouais, l'attaque du train, elle était vachement sympa. C'est peut-être un des reproches que je ferais globalement à tous ces flashbacks, c'est que finalement on a du mal à se rendre compte des durées. Parce que nous on sait que c'est à peu près 5 ans, parce que on sait que The Mandalorian ça se passe 5 ans après le retour du Jedi. Mais franchement on a du mal à savoir s'il est resté 3 semaines sur le sable après le Sarlacc, ou 1 an et demi, s'il est resté 5 ans avec les Tusken et que sur les 3 dernières semaines il les a entraînés, ou si il les a entraînés pendant 1 an, parce que en fait partir de zéro sur un speeder ça peut prendre du temps, comme tu dis. Je pense que là-dessus avoir quelques marqueurs ça aurait été pas mal, peut-être, je sais pas, l'utiliser le fait qu'on est un enfant pour peut-être avoir les dernières scènes avec les Tusken, avec l'enfant qui passe son rite d'adulte, et puis avoir changé d'acteur, avoir quelqu'un qui est la même taille que les autres adultes, pour montrer qu'il y avait eu une évolution. Je pense que là-dessus, c'est compliqué de se rendre compte quels sont les timings à quel endroit, quoi. Je suis assez d'accord, ça manquait vraiment de marqueurs temporels. Du coup, ça rend les flashbacks un peu illisibles par moment, surtout qu'en plus, on peut pas se baser sur un système de saison, par exemple, parce que sur Tatooine, c'est toujours été option canicule. Donc à partir de là, tu peux pas dire bon ok, alors là on a vu l'autre fois il y avait les feuilles mortes au sol, machin. Tu peux même pas te baser visuellement sur quelque chose qui va t'indiquer un passage de saison, un passage des ans. Et effectivement, c'est compliqué de savoir. Il a passé combien de temps dans le Sarlacc, il a passé combien de temps avec les Tusken, combien de temps s'est écoulé entre le moment où les Tusken ont été massacrés et le moment où ils retrouvent Din Djarin. Enfin, nous on sait que ça se passe, comme tu disais, sur une période de 5 ans, mais c'est vraiment pas lisible. Et puis, voilà, j'ai trouvé que justement le massacre des Tusken, ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'ils soient tous massacrés. Je veux dire, on parle quand même d'un gang de swoop, un gang de motards, c'est les Kintan Striders. Donc, c'est quand même pas, logiquement, ce type de gang dans l'imaginaire Star Wars, c'est quand même pas les gars, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Donc, et les hommes des sables auxquels on a eu affaire, enfin la tribu de Boba Fett est quand même, enfin ils sont quand même assez badass, quoi. Je veux dire, avec leur Gaddafi et tout, ils se démerdent bien. Ils ont quand même attaqué un train qui était
protégé par les Quinton Strider, mais qui appartient aux Pikes. Enfin, je veux dire, ils en ont sous la pédale, quoi. Et là, ils se font massacrer, comme les Tusken de l'épisode 2 face à Anakin, sauf que en fait, ils avaient pas Anakin en face, ils avaient un gang de motards, quoi. Donc c'est... Tu vois, justement, c'est que à la fin, t'as la révélation de, en fait, c'était les Pikes. Mais, enfin, pour moi, c'était pas une révélation. C'est-à-dire que dès le début, je me suis dit, mais en fait, c'est les Pikes qui sont derrière ce massacre. Et du coup, pour moi, c'était ça la motivation de Boba Fett à avoir une guerre contre les Pikes, c'était de se venger de ça. Et en fait, quand à la fin, Cad Bane dit à Boba Fett, mais en fait c'était les Pikes qui ont massacré ta tribu, moi j'avais envie de dire, c'était clair depuis le début, non? Je sais pas. À la rigueur, je pensais que c'était les Pikes qui avaient payé les motards pour pouvoir les massacrer. Bon, je pensais pas que c'était même pas les motards et que c'était vraiment juste pour les accuser, mais si tu veux, pour moi c'était clair et net que c'était les Pikes derrière et que c'était ça qui faisait qu'il y avait la guerre contre les Pikes. Du coup, la justification d'avoir la guerre contre les Pikes uniquement parce que chez moi c'est Mos Espa, je comprends pas en fait cette motivation. Oui, les motivations de Boba Fett sont pas énoncées clairement et du coup ça brouille un peu les pistes. C'est-à-dire que tout du long, on a l'impression... Alors, je pense que c'est une impression qui a été faussée par justement l'épilogue de la saison 2 de Mando. On voit quand même un Boba Fett ultra badass qui débarque dans la salle du trône de feu Jabba le Hutt, qui abat froidement Bib Fortuna, qui s'installe tranquille. On voit Fennec Shand qui prend une bouteille de je sais pas trop quel alcool, qu'elle boit directement au goulot, installer les pieds sur la table. Enfin, vraiment, il y a un côté très... salut, c'est nous les patrons maintenant. Enfin, t'as l'impression vraiment d'un gros dur. Enfin, moi, du coup, j'ai anticipé The Book of Boba Fett comme étant un genre de Sons of Anarchy, mais dans Star Wars, quoi. Le côté, un peu magouille, un peu mafieux, un peu assassin aussi sur les bords. Enfin voilà, un truc pas tout à fait net, quoi. Vraiment une plongée un peu dans la pègre, peut-être pègre Boba Fett, donc pègre 2.0. Et là, on se retrouve avec quelqu'un dont finalement les motivations on les apprend au fur et à mesure, mais elles sont pas super claires parce qu'il y a plein de moments dans la série, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout sur Tatooine en fait? Enfin, pourquoi il reste là-dessus? Pourquoi il veut le trône de Jabba 5 ans après, etc. Et ça met du temps à se dessiner. Puis en fait, il faut que toi, en tant que spectateur, tu fasses vraiment l'assemblage de puzzle. Là, pour le coup, c'est... Alors, je dis pas qu'il faut que les choses nous soient tendues sur un plateau non plus, mais ça demande trop de réflexion après. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Moi, je suis pas complètement d'accord, parce que moi, je pense que le puzzle, il est pas constructible, en fait. Je pense qu'il y a un moment, il y a pas les pièces, quoi. Enfin, à la fin, il finit par dire, non, mais moi, je suis là parce que Mos Espa, c'est chez moi. Mais depuis quand, le mec, t'es né sur Kamino, quoi? Enfin, c'est quoi le truc? Pourquoi? Je veux dire, à la rigueur, si ça avait été je me suis fait adopter par les Tusken, et donc les Tusken, je vais aller les venger jusqu'au bout, et je vais massacrer les Pikes jusqu'au dernier, ça me plaisait comme explication. Là, juste, Mos Espa, c'est chez moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce concept. Voilà. Non, il y a un truc que j'ai pas... Mais il y a beaucoup d'incohérences, pardon. Il y a de l'errance, mais c'est un lapsus révélateur, pardon. Mais il y a beaucoup d'incohérences aussi dans cette série. Je pense qu'on va y revenir après, parce qu'on avait dit qu'on allait le faire de façon un peu chronologique, et puis finalement, on se laisse... C'est pas grave, on se laisse embarquer. On a déjà traité ce point. Mais oui, c'est le côté un peu doux amer, je trouve, de cette série, c'est qu'il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi une pelletée d'incohérences qui gâche un petit peu le plaisir, sans être en plus trop tatillon, hein. Voilà. Donc,
Si on reprend ce périple de Boba Fett, son odyssée, puisqu'on parle de livre, on va parler d'un odyssée, donc après le massacre des Tusken, ce qui vient ensuite en flashback, ce qui vient récupérer un petit peu les morceaux, c'est comment il en est venu à collaborer avec Fennec Shand. Parce qu'au final, on avait vu ses bottes dans la saison 1 de The Mandalorian, des pas qui s'approchaient de Fennec alors que elle avait le bide éventré en fait après un tir de laser et qu'elle avait été laissée pour morte. Et donc cette série de flashbacks, donc ça c'est dans l'épisode 4, nous apprend effectivement comment Boba Fett a sauvé Fennec. Alors l'histoire ne dit pas comment il est arrivé jusqu'à Fennec. Est-ce qu'il l'a suivi? Est-ce que il a suivi Din Djarin? Voilà, on sait pas. Mais il était là au bon endroit, au bon moment. Il l'a emmené voir le mec qui fait les modifications corporelles. Alors, c'est pareil, on comprend pas trop bien comment sans la passer dans une cuve Bacta ou l'amener chez un médecin, enfin l'opérer tout habillé, je comprends pas le concept, mais ça c'était comme dans La Revanche des Sith quand Anakin est transformé en Vador, mais en restant dans ses vêtements Anakin. Enfin, il y avait des trucs, je comprenais pas bien l'intérêt, mais bon. Ça reste cohérent avec l'incohérence en fait. Mais voilà, donc on apprend un peu plus, on sent que du coup, oui, effectivement, Fennec, elle a une dette de vie, littéralement, auprès de Boba Fett, et donc il lui propose grosso modo de passer l'éponge si elle l'aide à récupérer son vaisseau qui, est toujours stocké au même endroit 5 ans après, dans le palais de Jabba, genre personne a eu l'idée d'utiliser un super fire spray modifié. Enfin, peut-être qu'après, le truc, il était ultra verrouillé, donc si tu tapes le mauvais code, autodestruction, puis ça fait sauter le palais de Jabba, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que le truc, il soit là, en parfait état de marche. Ça fait un peu... on peut faire un parallèle avec le réveil de la force, tu sais, où... tiens, un Faucon Millenium. Un Faucon Millenium. Oh, comme c'est ça. Comme c'est pratique. C'était un peu... Ouais, c'était un peu gros quand même, comme récupération. Comme bon, après, c'était quand même assez jouissif de revoir le Slave One. Bon, déjà, c'était jouissif de le revoir dans la saison 2 de Mando, avec en plus les bombes séismiques, là. Ça, c'était assez fun. Bon, là, pour le coup, je trouve que avec le Sarlacc, ça marchait moyen. Enfin, j'ai vu après des gens sur Twitter qui se moquaient en disant, alors attends, le Sarlacc, il arrive à tirer sur le Slave One et l'attirer dans le puits du Sarlacc, quoi, alors que Lando, tu vois, il lui enroule un tentacule et puis il arrive pas à tirer, genre, en fait, Lando, il est plus fort qu'un Fire Spray, tu vois. Mais oui. Voilà, ça fait partie pareil des petites incohérences, ou le fait que tu vois, alors normalement les bombes séismiques elles se lancent à l'arrière parce que le compartiment il est à l'arrière, mais là ça tombe sur l'aile, ça dégouline, ça roule sur l'aile, forcément ça tombe dans le Sarlacc, enfin sachant que le truc il est pas téléguidé, tu te dis c'est un peu capillotracté quoi, sérieux, enfin à un moment donné tu sors les lasers, tu fais quelque chose, mais bon le coup de la bombe séismique ouais, c'était un peu... Bon, ils se sont fait plaisir. Les scènes sont sympas. Après, clairement, il y a un moment, tu te dis, mais pourquoi il s'approche aussi près avec le vaisseau? Le truc, il a des tentacules et un bec. Enfin, bon, tu te dis, c'est pas logique, quoi. Le mec, il est censé savoir comment ça fonctionne, un Sarlacc. Surtout qu'il a été à l'intérieur, après, quoi. L'édition spéciale, parce que avant l'édition spéciale, c'était moins risqué. Mais voilà. Bon, ouais. C'est pas grave, ils y sont allés. Bon, la scène, voilà, est sympathique visuellement, donc on leur pardonne, on va dire. Mais alors, j'ai trouvé que, par contre, ce qui est sympa, c'est que sur le palais de Jabba, on reprend vraiment bien tous les codes. On a toutes les la petite galerie d'extraterrestres, là, les araignées, moines, les droïdes qu'on avait vus avec R2. Le plan du palais, a priori, c'est repris de Battlefront. Moi, je fais confiance aux gens d'internet pour ça. Pareil.
Je suis une bille en jeu vidéo, hein, vous le saurez petit à petit dans nos podcasts. Et voilà, donc ça, j'ai plutôt apprécié. Alors par contre, au niveau sécurité, tu sais pas pourquoi il y a des barreaux aux arrivées des couloirs, puisque manifestement, un barreau, tu peux le couper en 2 secondes avec un espèce de petit couteau à la con. Donc tu te poses la question, est-ce que ça sert encore de poser des barreaux comme ça? Parce que manifestement, le truc, il est en carton, quoi. Enfin, par rapport à la technologie disponible. Bon, voilà. Oui, mais c'est vrai, ce que tu disais, c'était assez sympa, là, cette immersion dans le palais de Jabba, puis aussi des designs qu'on a vus ailleurs. Je pense au droïde lapin, enfin moi je l'appelle le droïde lapin parce que j'arrive pas à me souvenir du nom, mais c'est des droïdes qu'on voit dans The Clone Wars. Aussi, voilà, ça fait oh ça on a déjà vu. Il y a un côté, alors ça c'est quelque chose qu'on peut pas du tout enlever à la série, c'est ce côté immersif. Je veux dire, on retrouve des choses qu'on a vues dans d'autres séries, dans d'autres films. Enfin vraiment, on a un melting pot et des choses qui rendent le tout cohérent et qui permettent, nous, spectateurs, de vraiment s'immerger dans la série et de retrouver un côté assez familier. Mais ça, on pourra en reparler justement quand on va commencer à parler du Mandalorian, parce que l'épisode 5 qui a été réalisé par Bryce Dallas Howard est quand même très... joue beaucoup la petite carte comme ça de la Madeleine de Proust, du truc « Ah, ça on l'a déjà vu ailleurs, etc. etc. » Ah, ça c'est sûr, ouais. Donc on a battu un petit peu là le rappel de finalement les trous hein, de la vie de Boba Fett entre sa plongée dans le Sarlacc et le moment où il a exécuté froidement Bib Fortuna pour s'asseoir à sa place sur le trône de Jabba. Donc c'est le moment peut-être de passer au présent réellement de la série. Alors moi le présent... J'ai moins adhéré que finalement les flashbacks. Je trouve que c'est assez vide. On a pas mal de scènes finalement où Boba fait son grand seigneur et Fennec lui dit tu sais tu devrais peut-être être un peu plus méchant. Moi ça m'a donné l'impression de, je sais pas si tu connais, c'est le syndrome Hermione Granger. C'est le syndrome comme quoi y a un mec, il y a une fille, la fille elle est 1000 fois plus compétente, mais c'est quand même le mec le héros. En plus, Fennec, quand même, elle est plus âgée que lui, hein, puisque dans Clone Wars, Boba c'est un adolescent et Fennec c'est déjà une adulte, donc non seulement manifestement elle est plus compétente, mais elle est plus expérimentée, mais c'est quand même Boba qui est notre daimyo national. Et qui fait son grand seigneur parce que dans Star Wars en fait, même si on a un mec super méchant, à la fin en fait il est gentil comme The Mandalorian, comme Asajj Ventress, comme en fait c'est pas possible. Dave Filoni il peut pas avoir quelqu'un qui est méchant, à la fin il devient toujours gentil. Je mets une petite exception à ça, Maul, parce que je lui ai toujours pas pardonné d'avoir assassiné Satine. Donc voilà, mais pas vrai, oui, il y a des nuances chez Maul, mais attends, il prévient Ahsoka de l'ordre 66 et tout. Attends, il a aussi des nuances. Oui, mais... Non, après c'est agréable d'avoir des personnages qui sont nuancés. Je suis mauvaise langue. C'est juste que en général, c'est de la nuance dans du blanc, dans du noir. Il y a pas beaucoup de noir dans le blanc, souvent. Mais bon. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'était un peu... en fait, ouais, je connaissais pas cette expression, le syndrome Hermione Granger, mais ouais, c'est tout à fait ça. Et c'était même dérangeant, en fait, parce que tu sens que Boba, en fait, il a pas les codes. Nombre de fois où... par exemple, c'est dans le premier épisode, je crois, quand ils vont voir Madame Garça pour la première fois, puis qu'après, ils vont voir le maire.
où elle lui dit mais tu devrais te déplacer sur la litière là et tout je peux pas m'abaisser à ça, je peux marcher et tout. Oui mais tu comprends, c'est pas, ils ont l'habitude de voir se déplacer, enfin ils avaient l'habitude de voir Jabba se déplacer comme ça, c'est un symbole de pouvoir, etc. Et c'est même la première chose que Madame Garça dit à Boba Fett, dit mais j'ai pas vu votre litière devant là. Il est où votre cheval t'es venu à pied voilà. Ton carrosse alors. On sent qu'il a pas les codes et que derrière Fennec elle essaye de lui faire comprendre que bah là en fait il est en train de passer pour un branquignol quoi, qu'il fait pas peur, il inspire pas la peur chez ses ennemis. Alors il va inspirer le respect de la population, on le voit, hein, les saluts au Seigneur Fett, etc. Mais il est pas assez effrayant pour être un seigneur de la pègre en fait. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment, on a affaire à un Boba Fett qui dit « Ok, je connais les codes, je le sais, hein, ta gueule, Fennec, je le sais. Mais j'ai fait exprès que je gagnerai le respect en étant grand seigneur, en étant cool, en étant super gentil, tu vois, finalement, enfin... Je vais distribuer de l'eau à tout le monde et puis tout le monde va me kiffer. À chaque fois que je vais croiser quelqu'un, je vais lui donner du boulot. Bon, c'est bien, mais à un moment, je sais pas comment il fait avec ses finances, quoi. Bah, c'est surtout qu'en fait, il nous a rabâché plusieurs fois dans la saison que l'argent, c'était pas un problème, qu'il avait de l'argent. On imagine bien, en fait, que Jango Fett a été payé rubis sur l'ongle pour avoir été le clone bêta, en fait, hein, de l'armée de la République pendant la guerre des clones. Et que donc il a dû amasser une certaine fortune, non seulement grâce à ses paiements pour l'armée de clones, mais aussi parce que c'était un très bon chasseur de primes. Chasseur de primes, bah donc, Boba aussi. Hein, Boba aussi, donc t'imagines, il doit avoir le pactole de son paternel, plus lui ce qu'il a pu emmagasiner pendant 25 ans hein, à peu près, entre finalement l'épisode 2 et l'épisode 4, c'est à peu près ça. Hein, Donc, t'imagines qu'il est assis sur un gros tas d'or, et en fait, on dit, mais si t'as les thunes, pourquoi t'embauches pas? Parce que à un moment donné, embaucher les chiens errants, bon, bah, c'est sympa, effectivement, ils vont être très loyaux envers toi, mais c'est pas forcément les gens que tu verrais autour d'un grand seigneur de la pègre, justement. À la limite, un type comme... Je vais écorcher le nom, hein, je suis désolée. Hein, Black Krrsantan, oui, effectivement. Oui. Enfin, je veux dire, lui, tu fais un détour de plusieurs rues quand tu le croises, quoi. Mais les autres, les mods, bah, ils sont gentils, ils ont l'air intelligents, plein de ressources. Mais bon, l'autre qui attaque avec son mini pistolet, tu sais, ça m'a fait penser au cricket dans Men in Black. Tu vois, le tout petit truc. Alors il gueule parce que c'est tout petit, ça a l'air ridicule, mais au final il a une grosse puissance de feu. Mais ouais, et puis en plus la nana de Freetown se fout d'elle à un moment donné là dans l'épisode final. Elle me disait mais tu vas pas attaquer avec ce truc là, ton espèce de pistolet à air comprimé là, ça va pas le faire. Donc il manque un peu de cette espèce d'attitude, enfin tu vois, quand tu voyais la cour de Jabba le Hutt, bon t'avais quand même beaucoup de chasseurs de primes, rien que la présence de Boba Fett, tu vois, ça en impose, etc. Et mis à part Fennec, en fait, et Black Krrsantan, t'as personne qui impose. Mais en fait, il a pas de cours non plus, Boba. Et tu te dis, avec tous les crédits qu'il a, il pourrait faire appel aux Mando, parce qu'il y a quand même une partie des Mando qui restent des mercenaires, donc il pourrait faire appel aux Mando. Il pourrait faire appel à d'autres clans, d'autres organisations, parce qu'il y a pas que les Mando dans les mercenaires. Il aurait pu arroser grassement les 3 familles de Mos Espa pour qu'elles se rangent de son côté dans la guerre contre les Pikes, parce que ça aussi j'ai pas compris quoi. Il dit moi je veux que vous me juriez allégeance machin, enfin, et puis il finit par bon ok on fait un compromis, vous me jurez de rester neutre.
bah tu sais bien que les mecs ils vont pas rester neutres, enfin faut arrêter quoi, il y avait aucune contrepartie. Tu sais, c'est un peu comme quand l'État dit ah bah on va réduire les impôts pour telle et telle entreprise en contrepartie, ce serait bien que vous embauchiez. Hein. Bah bien sûr. Voilà, et là c'est du même tonneau. Mais c'est vrai que moi je me suis fait la réflexion, j'ai trouvé ça hallucinant parce que ils sont en train de partir en guerre contre les Pax. Alors guerre, hein, c'est peut-être un peu trop, on parle de 3 pélos, hein. Et voilà, et Fennec dit il va falloir qu'on embauche. Ok, ils embauchent Mando, qui embauche 3 pélos de Freeton. Et là ils disent ah c'est bon, on va pouvoir y aller. Les mecs, vous êtes 10 quoi, en tout. Vous êtes sûr que vous voulez vous battre contre un des syndicats les plus puissants de la galaxie? Ils ont un rancor. Ça ne compte quand même que pour un. C'est ça ne compte quand même que pour un. Non mais voilà, enfin c'est... Quand elle dit il va nous falloir plus de monde, moi j'imagine plus de monde que 8 personnes supplémentaires quoi. Enfin je voyais quelque chose de plus grand. Alors du coup j'étais un peu déçue. D'ailleurs on a sauté direct à la guerre des Pikes. Moi je ne comprends pas non plus. C'est les Hutt, quoi. Les Hutt, ils arrivent. Non, mais c'est chez nous. Et puis, l'épisode suivant, non, mais en fait, on te le laisse. À la rigueur, ils nous auraient fait une scène. Une seule scène. Entre les deux Hutt qui disent, putain, ça pue la merde, les Pikes sont là. Laissons-le à Boba. Et puis, une fois que ils se seront fait la guerre, on ramassera les morceaux. C'était cohérent. Mais là, juste, les mecs, oh, c'est à chez nous. Et puis, non, finalement, on te le laisse. Je ne comprends pas. Ouais, c'est pas cohérent avec la mentalité Hutt telle qu'on a pu la voir jusque là. Puis quand même les Hutt, on les a pas mal rencontrés dans les Clone Wars, dans le film le Clone Wars et puis après dans la série. Donc on a quand même un bon aperçu de comment ça fonctionne le cartel Hutt. Dans le canon, parce que j'essaye toujours de pas être trop biaisée parce qu'il s'est dit dans le légende, surtout là. C'est dur. Mais donc ouais, ça fait pas ouais, comme tu dis, ça faisait pas du tout cohérent et il manque des pièces au puzzle, mais on a l'impression qu'en fait dans cette série, il manque beaucoup de pièces du puzzle et que ça fait un ensemble du coup qui est de loin qui est joli, mais quand tu te rapproches, bah tu vois les trous en fait. Et c'est un peu c'est le côté un peu dommage. Après, dans le présent, il y a quand même un world building qui est assez intéressant puisque on te montre quand même les fondations du système de Tatooine. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait un tribut à payer au daimyo pour sa protection, etc. Le fait que il va recevoir en audience des gens de sa circonscription. Je sais pas, enfin, je vois pas trop d'autres termes, son territoire, peut-être. Notamment le marchand qui vient le voir, qui lui explique, voilà, je suis marchand d'eau, je me fais voler ma marchandise, etc. Ouais. Enfin, du coup, tu comprends un petit peu mieux comment l'économie fonctionne sur Tatooine. Il y a aussi le sanctuaire. Moi, j'ai trouvé ça génial avec Madame Garça. J'étais trop dégoûtée à la fin de l'épisode 6 de voir la cantine a explosé parce que je trouvais qu'on nous avait apporté un personnage qui était assez mystérieux, mais j'avais envie d'en savoir plus sur son background, ce qu'elle faisait, elle, etc. Je la voyais bien dans des opérations illégales, tu sais, en arrière-salle, etc. Donc ça fait un peu pchit aussi, on t'apporte un personnage un peu haut en couleur et qui fait pchit tout de suite. Après il y avait le côté avec le maire aussi, enfin voilà, on voit une structure sociale, sociétale qui était plutôt intéressante, mais ils ont pas trop capitalisé dessus, ils sont partis tout de suite sur un truc avec les Pikes, les machins, les trucs, c'était un peu dommage. La série est partie un peu dans toutes les directions, à vrai dire. Non mais alors, moi, j'ai trouvé que l'explosion de la cantina, j'ai trouvé ça bien, dans le sens où je me suis dit, enfin, on part dans le dark. Enfin, oui. On a quelque chose où vraiment on a l'impression que on est avec la pègre, que les mecs ils sont pas là pour rigoler et que si tu fais pas ce qu'ils veulent, ils vont te péter le petit doigt, quoi. Enfin, là, vraiment, il y avait quelque chose. Mais finalement, ça vient vraiment tardivement sur la série.
Mais t'as raison, finalement, ils font exploser le seul truc qui était justement bien ancré aussi dans cette ambiance de mafia et de pègre. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. De la même manière, la façon dont Cobb Vanth dit bah moi j'en veux pas de l'épice parce que finalement ça n'entraîne que des problèmes justement avec la pègre et tout qui va jusqu'à renverser cette épice qui vaut des milliards et des milliards de crédits dans le sable et que bah ça lui coûte la vie, enfin en fait pas vraiment mais spoiler. Mais je trouve ça intéressant aussi. Enfin, je trouvais que c'était vraiment pour ça la fin de la saison. On commence vraiment enfin à rentrer dans le côté pègre, mafia, trafic. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais quand même, l'épice, on le trafique. Mais alors, il y a jamais un seul consommateur quand même. C'est ça qui est magique. C'est pas faux. C'est que il y a des passeurs d'épices, mais alors il y a jamais personne pour acheter. On sait pas, c'est magique. Bon, on va dire que c'est de la pudeur, mais probablement parce que bon, c'était pas de l'épice, mais je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Et encore une fois, c'est du trafic. Il n'y a pas de consommateur. C'est vrai. Et je suis d'accord avec toi que c'est peut-être le plus proche du consommateur qu'on ait eu. Ouais, il y a peut-être un côté effectivement édulcoré. Ça reste du Disney. Hein. Bah, ou du Star Wars, hein, puisque ça a déjà été le cas dans le reste de Star Wars. Hein, finalement, on en parle de l'épice depuis les fameuses mines de Kessel dans les 3 premières minutes d'un Nouvel Espoir. Mais on n'a jamais vu l'ombre d'un junkie. Ah si, mais dans Légende. Kate Skywalker dans Legacy. Franchement, si lui c'est pas un junkie avec ses bâtons de la mort, je veux dire... Alors, c'est vrai qu'on le voit pas directement consommer, de mémoire, mais par contre on le voit complètement fait, perché comme un cerf-volant. Il y a une expression d'ailleurs, tu sais, en anglais c'est high as a kite, et je me demande si c'est pas dans The Fallen Star, enfin en tout cas c'est dans un bouquin de la Haute République où ils ont détourné ça. C'est high as je sais plus quoi. Mais enfin bref, c'était la petite anecdote rigolote du jour. Comme quoi ils ont aussi des expressions pour dire que t'es sacrément stone en fait. Mais des expressions propres à Star Wars. Ah, ça m'agace de pas retrouver. Enfin bref, mais je pense qu'effectivement il y a un côté, comme tu vois plus beaucoup de gens fumer dans les films, je pense que de voir quelqu'un qui se défonce dans quelque chose qui est censé être relativement tout public, voilà, c'est mieux que ça soit suggéré et non pas montré. Enfin, je parle d'un point de vue Disney, Lucasfilm. D'un point de vue spectatrice et avec des enfants, je préfère. Hein. Mais c'est juste que on voit que finalement il y a une pudeur. On parle beaucoup d'épices, mais on va pas jusqu'au bout du concept. Je propose qu'on quitte un tout petit peu Tatooine, parce que de toute façon on va y revenir, pour parler du 5e épisode de The Book of Boba Fett. Parce que, bon, alors faut pas se mentir, je pense que t'es comme moi, c'est l'épisode le plus intéressant de la série. Et c'est dommage parce que c'est le seul épisode sans Boba Fett. Tu parles du premier épisode de la saison 3 de Mandalorian? Oui, c'est ça. Enfin, il y a un genre de chevauchement, etc. Alors, j'ai trouvé qu'en un seul épisode, il y avait un world building qui était absolument fabuleux. Il se passe... J'avais l'impression presque, en fait, d'être dans un film. Les 40 et quelques minutes, Bryce Dallas Howard a réussi à placer énormément de choses dans ces 40-45 minutes d'épisode, et à le faire bien. Enfin, déjà, on se prend une grosse claque, je trouve, visuellement au départ, avec cette espèce d'anneau monde, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là dans Star Wars. On avait vu des choses un petit peu artificielles comme les anneaux de Kafrine dans Rogue One, au tout début de Rogue One, mais quelque chose vraiment... Alors moi, ça m'a fait penser à la roue dans le Légende. Mais voilà, là, quelque chose de complètement artificiel, et qui, pour le coup, n'est pas une arme. On n'avait pas encore vu dans un film ou dans du live action.
Donc déjà, c'était le premier point positif, parce que au lieu d'être dans un milieu qu'on connaît déjà, alors c'est vrai que Boba Fett, il pouvait difficilement être autre part que sur Tatooine, puisque le Sarlacc est sur Tatooine et qu'il est tombé dans le Sarlacc sur Tatooine. Donc à partir de là, c'est vrai que t'es limité. Mais de voir autre chose, bah tout de suite t'éprouves beaucoup de curiosité, tu te dis c'est quoi ce truc, c'est quoi le nom de ce machin, qu'est-ce qui se passe dessus, comment c'est fait à l'intérieur, enfin tout de suite t'es hyper aux aguets parce que tu connais pas. Et ça titille vachement la curiosité. Après, on a aussi cette envie de savoir ce que fait Din Djarin après avoir dû se séparer vraiment contre cœur de Grogu. Puis on comprend, nous aussi, on a eu vraiment du mal à le voir quitter son enfant d'adoption. Donc de voir qu'il essaye de reconnecter avec les enfants de la Watch. Voilà. Non, alors ça c'est le côté qui m'a un peu perturbée, parce que j'avais l'impression, en ayant rencontré Bo-Katan et en ayant rencontré Boba aussi, que il allait s'apercevoir en fait que au départ il faisait partie d'une secte et que c'était pas la voie des Mandaloriens. Donc le fait qu'ils reviennent vers eux avec le sabre noir, c'est danger, connerie. Et en effet, connerie. Et voilà. Alors du coup, je m'attendais pas du tout à un combat. Genre, t'es pas digne du sabre noir, machin et tout. Puis surtout à un moment donné, je me suis dit mais il va le perdre en fait son sabre noir quoi. Puis là, alors du coup, comment ça va se passer après parce que j'ai toujours cette alors c'est pas un fantasme, mais dans ma tête, en fait, la saison 3 de Mandalorian, ça sera la libération de Mandalore. Je vois pas comment ça peut être autrement. Mais donc du coup, je me dis mais s'il perd là le sabre noir, comment ça va se passer après pour libérer Mandalore, etc. Voilà, il y a un côté très haletant, et puis on se rend compte que bah oui, il est peut-être revenu vers cette secte, mais en même temps tu sens qu'il a des hésitations, parce que oui, est-ce que tu n'as jamais retiré ton casque, bah si, en fait, voilà. Et puis tu sens que il est peut-être pas si gêné que ça de l'avoir fait, parce qu'il sait qu'il l'a fait pour une bonne cause, en fait. Ah bah il l'a assumé au moment où il l'a fait, hein, clairement. Oui, et puis il l'a fait 2 fois, quand même. Ouais. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi, cet épisode il m'a vraiment retourné. Après, sur le contenu, il y a des choses difficiles quoi. C'est-à-dire que moi j'ai été hyper choquée sur quand... alors déjà, avoir l'armurière et Paz Vizsla qui sont vivants, moi j'ai trouvé que c'était un peu une ficelle un peu grosse, parce que vu comment on les avait laissés dans la saison 2, normalement ils étaient censés être morts, mais bon, j'ai l'habitude, hein, tant qu'il n'y a pas de cadavre, hein, les gens ne sont pas morts, ils se reviennent toujours, encore et encore. Après, c'est 2 personnages que j'aime bien, donc admettons. Il y a le fait que le sabre ne répond pas, bon ça c'est un peu toujours, moi je trouve que le fait de mettre un peu de la volonté à des sabres laser, ça, j'ai toujours un peu de mal. Et puis il y a surtout non mais en fait il y a une prophétie, et si le sabre est pas arraché des mains de l'ennemi, ça provoque la destruction de Mandalore, et donc en fait Bo-Katan a provoqué la destruction de Mandalore. Je trouve que c'est un peu dur pour Bo-Katan, moi c'est un personnage que j'aime bien, et que personnellement je pense qu'elle mérite plus le sabre noir que Mando, et en fait j'aimerais pas que la série se termine et que finalement on s'aperçoive que finalement c'est mieux que ce soit un homme qui ait le sabre noir et qui ait la gouvernance des Mandaloriens plutôt qu'une femme. Mais bon, peut-être que c'est mon côté féministe, hein. Du coup, j'aimerais, c'est dans mon fantasme, hein, toi t'as ton fantasme de la saison 3, moi aussi j'ai mon fantasme de la saison 3, j'aimerais qu'on s'aperçoive que cette prophétie, elle était autoréalisatrice parce que c'est les enfants de la Watch qui ont fait en sorte de trahir Mandalore en disant on s'en fout, nous on est sur Concordia, et puis l'Empire peut bien aller massacrer les Mandaloriens un peu pacifistes, nous on est les vrais, et les autres voilà. Donc j'aimerais bien que au final on rétablisse Bo-Katan, qu'on lui donne un sabre noir,
et que je puisse faire un super cosplay de la mort qui tue avec un sabre noir. Moi, je suis partie un peu en live là. C'est rien, ça nous arrive à tous. Mais c'est vrai que, alors pour revenir au côté la prophétie, etc., je pense que c'est alors peut-être une ficelle scénaristique pour comment contrebalancer en fait l'incohérence entre la saison 2 de Mando et pas les Clone Wars, Rebels où on se rappelle quand même on a Sabine Wren qui donne à Bo-Katan le sabre noir, Bo-Katan qui l'accepte, sans parler de prophétie, sans parler de quoi que ce soit. En fait, Sabine lui donne le sabre parce qu'elle pense qu'elle est plus à même de mener le peuple de Mandalore à la victoire. Et c'est vrai que Bo-Katan étant la sœur de Satine, et vu tout ce que Satine a fait pour le peuple de Mandalore, ça paraît quand même assez logique. Il y a une espèce de transmission, d'héritage, etc. Après, on peut imaginer qu'au moment où Bo-Katan a reçu des mains de Sabine Wren ce fameux sabre noir, elle n'était pas au courant de la prophétie. Ouais, ou pas. Non, mais quitte à aller dans le capillotracté, si tu veux, autant y aller à fond, quoi. Mais je pense qu'en fait, il y a une sorte de rétropédalage et qu'ils ont inventé ce truc de prophétie pour, combler les trous qu'on avait vus tout de suite. Il dit, mais attends, dans Rebels, elle l'accepte sans problème, et puis là, elle va te dire que non, elle peut le prendre qu'en combat. Enfin, c'était un peu bizarre. Bon, quoi que j'aimerais bien voir Bo-Katan et Din Djarin se bastonner parce que ça doit être assez fun. Enfin, je veux dire, bon, je suis très fan du personnage de Bo-Katan comme toi, et puis encore plus maintenant qu'elle est jouée par Katie Shekoff, qui est quand même Starbucks dans la série Battlestar Galactica, personnage que j'affectionne tout particulièrement. Mais ça a toujours été elle, hein. C'était elle qui l'a doublé. Oui, c'est vrai, mais en fait, en français, c'était pas elle. Ah oui, ça, tu vois, donc oui, ça a toujours été elle, mais en fait, pour nous Français, enfin francophones en tout cas, écoutant la série Rebels en français, bah non, moi j'avais pas fait le lien, j'ai découvert après effectivement, mais et puis là de la voir, c'est Starbucks dans un costume de Bo-Katan, quoi, c'est ouf. C'est trop bien. Non mais c'est vrai que Katie Sackhoff, elle est très émouvante parce que quand elle en parle, elle dit mais moi ça fait 10 ans que je joue ce rôle, finalement, de pouvoir l'incarner aussi en face écran, c'est aussi génial pour moi. Alors, moi, ça m'avait ému quand elle l'avait dit. C'est une actrice que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment pas objective sur le personnage de Bo-Katan parce que je vois Katie Sackhoff derrière et c'est tout, quoi. Bon, bref, digression. Après, j'ai une autre petite critique sur cet épisode. Alors, c'est vraiment une toute petite, mais... Alors, je trouve que la scène avec les bouchers, elle est top parce que Din Djarin, voilà, il est badass, il reprend ses dialogues du premier épisode de The Mandalorian. J'adore. Mais alors, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont tourné ça dans une boucherie terrienne, quoi. Enfin, je veux dire, on prend des mecs terriens, on leur colle un masque et c'est fini. Comme les motards, je trouve qu'il y a vraiment un truc... C'est pas de l'immersion Star Warsienne pour moi. Je trouve que il y aurait eu juste à la place des portes en plastique là qui isolent du froid, un écran laser comme on peut en voir dans la prélogie. Déjà, ça m'aurait fait tilt. Il y avait des codes Star Wars. Alors en plus, les carcasses, quand on voit dans les concept art à la fin, c'est censé être des têtes d'extraterrestres. Vraiment des carcasses reconnaissables comme étant, alors je sais plus, ça doit être des Banta ou quelque chose comme ça. Là, transformé en live action, ça devient clairement, enfin c'est une carcasse de bœuf, quoi, faut arrêter. Et je trouve que ça manque de Star Wars. Ouais, alors là, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouvais que c'était un parallèle assez sympa à faire avec la Terre, de montrer qu'en fait, ouais, il y a des choses, oui, il y a des bouchées dans Star Wars. Moi, j'y avais pas pensé avant parce que voilà, mais effectivement, il y a des marchés, il y a des restaurants. Les gens mangent, donc forcément à un moment donné il y a des bouchées. Le manque de technologie m'a pas choqué non plus puisque quand tu regardes notamment sur Tatooine, enfin ils sont pas très high tech, quoi.
C'est beaucoup de recycler, etc. On sait aussi, en lisant notamment les romans de la Haute République, que sur la bordure extérieure, effectivement, ils ont pas énormément de technologie. Parce que ça reste des trucs encore à explorer, etc. C'est l'Ouest sauvage, la bordure extérieure. Donc c'est un peu comme s'ils avaient pas encore l'électricité quelque part. À l'échelle Star Warsienne, je remets. Donc le fait que les portes pour bloquer le froid, etc., ça soit les panneaux de plastique comme on a dans les boucheries de la Terre. Non, moi, au contraire, j'ai trouvé ça plutôt chouette, quoi. C'était, c'est comme à la maison, quoi. Tout est relatif. Chez moi, c'est pas comme ça, mais... Non, mais c'est bien. On a 2 points de vue différents là-dessus, et c'est très bien. Après, voilà, cet épisode-là, comme je disais tout à l'heure, c'était quand même beaucoup de petites madeleines de Proust un petit peu partout. Bon, à partir du moment où Mando file sur Tatooine, alors il y a ce grand moment de solitude quand même, quand il veut monter sur le paquebot, sur le Starliner, là, où on dit, monsieur, vos armes, il se fait toutes ses armes, y compris son sabre noir, là, dans la petite caisse et tout. T'as l'impression que le mec, il voyage à Walp, en fait. Tellement il descend d'armes, jusqu'à ses petits siffleurs et tout. T'as l'impression que la valise ne suffira jamais pour contenir tout ce qu'il a, quoi. Puis sur le mec blasé et tout. Puis j'ai adoré ce côté, c'est un super chasseur de primes et il voyage en classe économique, quoi, sur un paquebot stellaire comme le commun des mortels, avec le gamin là qui se retourne, qui lui fait coucou et tout. Je trouvais ça assez... c'est des tout petits trucs, tu vois, mais ça rajoute un peu à l'immersion. C'était assez marrant. On est dans Star Tour, quoi. Ouais, mais complètement. Mais il y avait cette vibe. Alors, tu vois, moi qui sortais tout juste d'un séjour à Disney, j'étais mais c'était trop... J'avais effectivement l'impression d'être de retour dans l'attraction Star Tours. Là, voilà, ils pourront l'améliorer en faisant un truc un peu comme ça, ouais. D'ailleurs, c'est un Rex qui est au départ... ouais. C'était très drôle. Hein. Après, voilà, le côté Mando qui récupère un Naboo N1, tu dis ouais, alors c'est vrai que ce vaisseau il a de la gueule quand même. Les Starfighter Naboo, ils sont quand même ils ont une ligne, ils sont iconiques, etc. Après, est-ce que c'est le bon choix pour un chasseur de primes? Je veux dire, c'est en deuxième vaisseau, si tu veux, accroché au premier, etc. Mais concrètement, il a pas de toilette, alors qu'on savait qu'il en avait dans le Razor Crest, dans le premier épisode. Ce qui était pratique quand il avait plus d'hyperespace et qu'il lui fallait 15 jours pour faire entre 2 planètes. Hein. C'est ça, il peut pas manger, il peut pas boire. Je sais pas s'il peut réussir à ôter son casque, là, sous la verrière, ou peut-être juste le soulever, glisser une paille, je sais pas. Du coup, ça semble... Tu sais, c'est un peu comme le père de famille qui fait sa crise de la quarantaine et qui achète un coupé sport alors qu'il a 2 enfants en bas âge avec des immenses sièges auto. Et là, tu dis que il y a un truc qui coince un petit peu, mais bon, je sais pas, peut-être que plus tard, il va vouloir acheter un plus gros vaisseau où il va pouvoir accrocher celui-là. Enfin, je sais pas. C'est vrai que j'étais très très contente de retrouver un Naboo N1 puisqu'on en avait pas vu depuis l'épisode 1. C'était très chouette de les voir bricoler dessus, etc. Avec en plus le petit robot BD comme dans Fallen Order. Enfin voilà, il y a tout un truc où t'as de l'imagerie, alors, principalement de l'épisode 1 évidemment, mais voilà, de faire appel à ce qui s'est fait dans un jeu vidéo ou cette espèce de longue barre, je sais plus comment ils l'ont appelé, le compresseur machin truc mus, qui est en fait la barre qui maintient les 2 murs du compacteur d'ordures dans l'épisode 4, enfin... Bon, moi, j'avais pas vu, il a fallu qu'Internet me le dise, que je le lise sur Internet, parce que j'ai dit, ouais, ça me semble vaguement familier, mais alors, du coup, j'avais pas du tout remis... Mais effectivement, une fois qu'on te le dit, tu te dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi. Ah, mais il y a beaucoup de clins d'œil dans cette saison. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le Naboo Fighter, on se demande où est-ce qu'il va pouvoir mettre toute son armurerie, parce que dans le Razor Crest, il y avait quand même tout un pan de mur avec des tonnes d'armes différentes. Où est-ce qu'il va mettre
Ben, normalement, il mettait aussi des gens congelés aussi. Il avait tout un réservoir de primes d'avance. Là, ça va être compliqué, hein. Ouais, mais t'as vu, la dernière fois, il s'est contenté de la tête. Enfin, je veux dire, la tête, tu la mets dans le coffre, quoi, ça prend pas de place. C'est sûr que si tu t'en reviens à juste ramener la tête, bon, bah ouais, tu t'emmerdes moins qu'avec un truc de carbonite ou je sais pas quoi. Faut encore accepter que des primes morts. Parce que si tu prends des primes vifs, ça ne marche plus. Bah, tu t'arranges pour faire des petites primes, tu sais, genre Babou Fric. Tu vois, les petits comme ça, là. C'est... Ah, ça rentre, hein, je suis désolée. Hein. Ah ouais. En tout cas, bon, on voit la petite bulle, on se dit tout de suite, ça va être pour gros goût. Et puis ça rate pas. Hein. Bah, de toute façon, Pelli le dit tout de suite, ce sera pour le petit, tout ça. Bon, tu te doutes bien que tu vas revoir justement gros goût après. Par contre, je m'attendais absolument pas à le voir dans cette saison. Absolument pas. Et alors c'est là où moi je pousse un coup de gueule, c'est sur les gens qui le mercredi dès 9h05 du matin te collent tous les spoilers sur l'épisode. Mais ils se contentent pas de mettre des mots parce que bon, j'étais un peu maligne cette fois-ci, si tu veux, j'ai muté plein de mots sur Twitter, etc. Comme ça j'étais sûre de pas avoir un truc sur The Book of Boba Fett. Mais sauf que t'avais des gens, ils balançaient les photos. Ah bah oui, tu peux pas muter des photos. Tu mets une photo. Tu vois, donc j'ai tout vu. J'ai vu Luke, j'ai vu Ahsoka, j'ai vu Grogu, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, j'exagère, mais enfin non, j'étais plutôt furax en fait. Et ça m'a vraiment pour le coup gâché l'épisode parce que je savais pas ce qui allait arriver, mais je savais qui on allait voir. Et franchement, ça m'a gavé de ouf. Déjà, ça m'a gavé en fait qui est Luke, Ahsoka et Grogu dans The Book of Boba Fett. Je trouvais qu'ils avaient rien à faire là. Après, ça faisait des années, littéralement des années qu'on attendait enfin la rencontre entre Ahsoka et Luke, parce qu'ils ont énormément de choses à se raconter. Enfin, Ahsoka, elle a tout un savoir à transmettre à Luke par rapport à son éducation de Jedi, mais aussi tout un savoir par rapport à Anakin à transmettre à Luke. Alors, je veux dire, montrer à Luke que comment était Anakin en fait, qui était Anakin avant de devenir Dark Vador. Et ça se passe en coulisses. On n'y a pas le droit, en fait. Ah bah non. Voilà, on voit juste, ils échangent 3 mots à la fin de l'épisode, et t'es là, tu fais, mais c'est pas ça qu'on attendait, en fait. De Luke avec Ahsoka, c'est pas ça du tout. Ahsoka, elle est là juste pour que Mando ne voit pas Grogu directement. Oh, mais ça, je veux dire, R2, il pouvait faire le job, un petit coup d'arc électrique, et puis c'était bon. T'as vraiment l'impression qu'elle est là pour faire du fan service et faire la postière, quoi. Enfin, après, il y a pas un seul dialogue intéressant. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est un épisode qui est vraiment tombé à l'eau parce qu'en plus j'ai trouvé. Alors, pour une fois, je trouve la caractérisation de Luke qui est aux fraises. Je trouve que, en fait, alors, peut-être que j'arrive pas à me détacher de ce qu'il était dans le Légende, encore que, j'ai très bien pu m'en détacher pour ce qu'il est dans la postlogie, et j'aime beaucoup la caractérisation qu'on a fait dans la postlogie. Mais là, le côté, je joue à fond la carte de l'attachement, c'est mec, t'as une sœur, t'as un neveu. Enfin, à un moment donné, casser les pieds de Grogu, qui est un gamin. Enfin, il a peut-être 50 ans, mais à l'échelle de son espèce, ça reste quand même un bambin. Tu lui demandes de faire le choix entre son père adoptif et un Jedi. Le seul lien le seul lien qu'il a avec ce Jedi, c'est qu'a priori, ils sont de la même espèce. Bah, c'est pas logique, puis tu devrais même pas le mettre face à ce choix-là, en fait. Et j'ai trouvé, du coup, Luke était... il avait une pédagogie qui convenait... ou qui conviendrait même pas à un adolescent, en fait. C'est drôle parce que quand j'ai vu la saison 2 de Mandalorian, moi j'avais dit, c'est logique que Ahsoka ne veuille pas former Grogu parce qu'elle a vu les ravages de l'attachement sur Anakin, et que Luke, lui, accepte, puisque lui, il sait que Anakin a pu revenir du côté obscur grâce à l'attachement finalement qu'il a envers son fils, parce que finalement l'attachement, ça ne
conduit pas forcément au côté obscur, et que lui, Luke, était nourri, comme tu dis, de son attachement envers ses amis, envers sa sœur, et en fait, là, on revient complètement en arrière, quoi. Oui, et en fait c'est hyper frustrant parce que tu le sais dans les derniers Jedi, il t'explique. Il explique texto à Rey que les Jedi se sont auto-menés à leur perte à cause de leur ego, à cause de tout un tas de choses. Enfin, dire bon, ça, on en a parlé en long, en large, en travers quand on a fait notre épisode sur la chute des Jedi, mais il connaît les failles de l'ordre Jedi. Alors certes, ça se passe presque 30 ans après Mando, mais à l'époque de Mando, on peut déjà imaginer que Luke, il a déjà retrouvé des artefacts, qu'il a déjà retrouvé des holocrons, qu'il a déjà une petite connaissance un petit peu de l'ordre Jedi. On peut imaginer en plus que ayant Ahsoka avec lui, Ahsoka elle lui a quand même raconter ce qui s'est passé pendant la guerre des clones, etc., qu'elle lui a donné des clés sur l'ordre 66 du point de vue d'un Jedi, etc. Donc je comprends pas du tout comment il peut agir comme ça finalement en reproduisant exactement les mêmes erreurs. Et encore une fois, on peut faire un parallèle avec, tu sais, on l'avait déjà fait ce parallèle d'ailleurs, tu sais, de l'éducation bienveillante, de dire on va pas réprimer les émotions, c'est pas comme ça que ça marche, il faut apprendre à accueillir les émotions et à travailler dessus et à en faire quelque chose. Parce que si tu dis juste enfouis ta colère, enfouis ton amour, enfouis ton truc, en fait tu deviens une cocotte minute. C'est exactement ce qui s'est passé avec Anakin. Il me dit fais pas attention à tes sentiments machin, puis jusqu'au jour où ça fait pouf, le pauvre gamin il a pété un câble, il est devenu Dark Vador. Donc là, et Luke refait exactement la même chose avec Grogu, quoi. C'est t'as pas de sentiments. Tu es une statue, un droïde, c'est fatigant. En fait, c'est très fatigant. Après, j'ai trouvé ça sympa de voir l'Académie Jedi, de voir Luke entraîner Grogu. En plus, l'Académie, ça reprend un design, franchement, qui ressemble vaguement à ce qu'on voit dans l'épisode, dans la postlogie. Donc, il y a une certaine cohérence aussi. Après, j'ai trouvé que je comprends pas trop pourquoi Luke aussi découvre qu'il était chez les Jedi avec ce flashback, sachant que Ahsoka l'avait déjà vu. Enfin, moi j'avais compris qu'avec Ahsoka, Grogu était capable de communiquer et qu'il avait été capable de communiquer là-dessus. Donc pour moi, Grogu était quand même conscient qu'il était dans l'académie Jedi de la République. Parce que maintenant on a 2 académies Jedi. Donc un dernier point aussi, c'est que quand il est sauvé, on voit le symbole de Barry Sophie. Est-ce que ça veut dire que c'est elle qui l'a sauvé? C'est vrai que ça, c'est encore un pan sur lequel on n'a aucun indice. Comment il a été sauvé de l'ordre 66 et pourquoi il s'est retrouvé dans cette espèce de structure où il est protégé à la fois de l'Empire et à la fois quand même un peu dans une espèce de prison. Il est dans son petit cocon là, on sait pas trop. On a l'impression qu'il est un peu délaissé, quoi. L'épisode m'a laissé un drôle de goût. Il y avait des choses très intéressantes, comme tu dis, qui font le lien avec la postlogie, avec la création de l'académie, etc. Mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça... Luke m'a agacée, c'est clairement. Et puis ce qui m'a agacée, c'est encore une fois... Alors, c'est un tout petit détail, mais encore une fois, Filoni a craché sur les comics. Puisque dans les comics, c'est dans le comics Dark Vador de Charles Soule. En plus, je suis en train de le relire, donc c'est vraiment... je venais de relire ce passage-là au moment de l'épisode, où en fait, Mas Amedda donne un très grand discours sur le parvis du temple Jedi en disant, voilà, les ennemis de la République ont été éliminés, etc. Regardez ce que je fais de leur sabre laser. Et tu vois très clairement dans sa main le sabre laser de Yoda qu'il jette dans une espèce de fournaise où il jette tous les autres sabres laser pour les faire fondre, etc., etc. Donc
Bon, en soi, concrètement, que Luke ait récupéré après le sabre laser de Yoda, bon, c'est pas dérangeant, c'est moins dérangeant que ce qu'il a fait avec le comics canon dans The Bad Batch. Mais à un moment donné, tu dis, on a des comics qui sont censés être canons, tu peux pas les suivre un petit peu, enfin, je sais pas, c'est zut, quoi. Bon, c'était le coup de gueule du soir. À chaque fois qu'il fait un truc, il s'en fout du reste. Ouais, c'est agaçant en fait. C'est Filoni, t'as l'impression qu'il fait son petit truc dans son coin. Mais c'est un peu le Timothy Zahn de la télévision Star Wars, c'est-à-dire qu'il a ses personnages et il ne sait faire que ça. Et il ne s'occupe pas de ce qui s'est passé autour. Et Timothy Zahn est un excellent écrivain, mais quand tu regardes ses œuvres, on va dire après sa trilogie de la Croisade Nord du Jedi Fu, bah, il était tout seul à faire, donc forcément ça fait le lien avec rien d'autre, mais tous ses autres écrits ne référencent quasiment que ses précédents écrits. Et Filoni fait exactement pareil. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Cet épisode-là, ça aurait pu être bien mieux. On voyait enfin l'Académie Jedi, enfin, c'est la première fois et depuis, enfin, à part les scènes où on voit Luke et Ben qui s'attaquent l'un l'autre, et le temple en train de brûler, on n'avait rien sur l'Académie Jedi. Si, on avait un petit peu dans le comics l'ascension de Kylo Ren. Oui. On voit juste un petit peu, effectivement, on reste sur un peu le même modèle, mais on n'avait pas, dedans on voit pas de novices, on voit pas de très jeunes, on voit plutôt des padawans de l'âge de Ben, on voit pas d'adultes non plus, mais bon, c'est les pages sur l'Académie Jedi, il y en a 3 dans le comics, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est anecdotique en fait. Ah, mais je pensais en live action, mais t'as raison, c'est vrai qu'il y a le comics quand même. Après voilà, on râle beaucoup, hein, mais il y a quand même de bonnes choses de faites sur cette série. Elle se clôture quand même plutôt bien avec l'épisode 7. Où là on a retrouvé le côté badass qu'on attendait, en fait le côté badass qu'on nous avait vendu dans l'épilogue de la saison 2 de Mando, avec ce Boba Fett qui à la fin contre Cad Bane, qui est quand même très démoniaque, hein. Moi il m'a fait penser un petit peu, à un moment donné il avait les yeux limite révulsés, tu sais, comme dans certains AK, etc. Enfin, on a retrouvé le côté vraiment fou furieux quelque part de Boba Fett, un peu sanguinaire sur les bords. Il y a quand même de très bonnes des bonnes scènes d'action, etc. Alors il y en a d'autres qui sont un peu cohérentes. On en parlait en off tout à l'heure, là, le fait d'avoir envoyé Santos au milieu des Trandoshiens. Dis bon, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, quand même. Pour pas se fâcher avec les 32 chiens, c'était pas la bonne idée. Enfin, normalement, voilà, je sais pas si tout le monde est au courant, mais les Wookiees et les 32 chiens se détestent. Et d'ailleurs, la série met l'emphase là-dessus, puisqu'on a le 32 chiens quand il donne un tribut à Boba Fett, il donne une dépouille de Wookiee, et puis Kristen, quand il est dans la cantina de Garsa, il s'attaque à des Trandoshan qui ont fait juste être là, quoi, en fait. Voilà. C'est le côté dommage un petit peu, mais ça on le voit à plusieurs moments dans la série, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment très pointues, qui ne vont parler que aux fans presque hardcore, j'ai envie de dire. Donc il y a ça, en fait, donc faut quand même avoir un peu de culture Star Wars. Là c'est vraiment pointu de savoir qu'il y a une très très grosse animosité entre les peuples Trandoshiens et les peuples Wookiees, et que c'est pour ça que Santos, après quelques bières, il a beau avoir un super métabolisme de Wookiee, il commence à voir rouge à l'idée de voir des Trandoshiens, et donc voilà, quand Wookiee veut, il s'en prive pas, pop, hop, il enlève 2 bras. Il y avait ça, il y avait... par exemple, il y a un caméo qui passe vraiment inaperçu, faut le savoir. C'est en regardant les crédits que j'ai trouvé, c'est Camille. Camille, qui était le love interest de Luke dans les scènes coupées de l'épisode 4. Donc on parle quand même d'un personnage qui a été créé en 76 et qu'on retrouve dans la cantina. Alors ça doit être dans l'épisode 2.
2, quand Boba Fett va tout seul contre le gang des Kingston Strider et qui récupère leurs speeder bikes. Dans le bar, à un moment donné, on voit une femme avec son compagnon. Et ben, ce sont 2 amis d'enfance de Luke. En fait, ça, d'une, c'est pas écrit sur leur tête, et de deux, faut le savoir. Et il y a plein de petites choses comme ça. Alors, c'est vrai que c'est sympa. Pareil, Black Krrsantan, si t'as pas lu les comics dans lesquels il apparaît, tu dis bon, ok. Alors, il a la tête de quelqu'un qui a pas été inventé juste pour la série, mais qui sait exactement. Voilà. Et c'est le côté un peu, alors c'est à la fois bien et à la fois un peu dommage parce que les néophytes en fait vont passer à côté de plusieurs choses comme Cad Bane, il y en a plein. Au départ on se dit mais il y a une grosse hype sur ce personnage, mais c'est qui? Voilà, il faut reprendre, c'était dans Clone Wars, etc. Après, les autres caméos, là, Camille, a priori, ce serait la station Tosh aussi, dont Luc parle. C'est pas, je pense que c'est pas grave si tu passes à côté, ça ne change rien au scénario, c'est du bonbon, fan service. Moi, je trouve ça, au contraire, c'est très bien dans ce sens-là. C'est la bonne dose de fanservice, c'est la dose où c'est sympa pour ceux qui savent, et c'est pas grave pour les autres. Par contre, c'est vrai que la réaction de Krrsantan dans la cantina, moi je trouve que, même moi, au début j'ai dit, mais pourquoi il s'en prend à eux? Est-ce que j'ai loupé un truc? Et après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ah oui, c'est vrai qu'il y a le background, et je pense qu'en effet, si t'as pas cette clé-là, il y a un truc que tu piges pas. Et ça, c'est dommage. Il y a des petites incohérences comme ça, j'en avais relevé plusieurs, après on en a déjà, je pense, assez parlé. Bon, pour finir, sur cet épisode, il était quand même très sympa, hein, quand même, faut pas se leurrer, avec... moi, je l'avais complètement oublié, hein, mais le Rancor... Le Rancor, d'ailleurs, on n'a pas parlé du caméo, quand même, de Danny Trejo. Hein. Ah bah, excellent. Quand même, c'était quand même un petit moment jouissif. Moi, je m'attendais à le revoir quand même dans la série à un moment donné, puisque c'est quand même le dresseur du Rancor. Bon, pas sous silence, c'est pas grave, mais c'est vrai que apporter ce Rancor, là, tout de suite, c'est quand même... Ils aiment bien les Rancors hein, en ce moment, les auteurs Star Wars, parce que on a donc les Rancors dans The Book of Boba Fett, on a aussi les Rancors dans les comics de la Haute République. The Bad Patch. Oui, aussi. Il y avait le Rancor. Ouais. Et puis c'est vrai que les scènes avec le Rancor, ça reprend les scènes un peu King Kong, c'est assez jouissif. Après, ça fait aussi partie des incohérences, c'est le fait qu'ils choisissent de se mettre dans la ville, quoi. Il y a un moment, quand l'autre a dit non, mais on va faire plutôt ça dans la ville, moi je me suis dit, ah, c'est parce qu'elle connaît le terrain et qu'elle connaît un passage secret derrière la cantine. En fait, pas du tout, non, c'est... Du coup, ils se retrouvent non seulement à plus risquer de faire des dommages collatéraux, mais en plus, ils se retrouvent avec les 3 familles qui décident de choisir finalement un camp, ce qui est logique, hein, puisqu'on leur envoie un Wookie. Non, je déconne. Mais voilà, du coup, c'est un peu dommage. Après, les scènes avec les 2 Mandaloriens, avec leur jetpack, sont juste magnifiques. C'était assez jouissif de les voir combattre ensemble, hein, clairement. Ce qui est dommage, c'est que Fennec, du coup, est partie chercher, du coup, elle participe pas à cette bataille finale. C'est dommage parce que Ming-Na Wen, c'est quand même aussi une excellente actrice de scène d'action. D'ailleurs, la scène qu'elle a finalement à la fin est aussi assez jouissive avec les Pikes. Oui. Voilà, elle est vraiment très bien cette scène où elle finit par pendre le maire et qui reste comme ça en plein milieu de la scène tout le long. Ça m'a fait penser à un film. Enfin, il y a une référence derrière, tu sais, ce côté t'entends les petits pas sur le toit, l'assassin en mode stealth et tout. Et j'arrive pas à... J'ai déjà vu ce truc-là quelque part.
mais j'arrive pas à remettre. Et par contre, le fait que Boba, quand il y a l'assistant du maire qui lui dit je vais négocier pour vous et tout, mes conditions, c'est rien. Ça, c'est repris du Parrain en fait. J'ai pas vu donc. Mais ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Puis l'acteur qui joue le majordome, il est quand même assez impayable, quoi. Il a des expressions faciales. Je veux dire, tu lis ce qui dans ses pensées en regardant son visage. Il est vraiment. J'ai pas retenu son nom, mais je l'ai trouvé vraiment très très bon dans ce côté, alors déjà un peu carpette, et puis après ouais, enfin la manière dont il est là sur la tablette, alors les conditions du Seigneur Fett et tout, puis tu le vois se décomposer au fur et à mesure, genre je vais appeler mon manager. Ne tuez pas le messager s'il vous plaît. Mais c'est tout à fait ça, tu sens le mec, il est en train de se faire dessus, parce qu'il s'est fait avoir par Fett en fait. Bah bien sûr. C'était assez drôle. On a parlé de Danny Trejo et on a aussi d'autres caméos. On a Robert Rodriguez qui fait pas un rôle mais 2 rôles. C'est lui qui fait la voix du maire et qui fait aussi la voix du chef Trandoshan, justement qui apporte la peau de Wookiee à Boba Fett. Le modifieur, c'est un chanteur en fait, Thundercat, et qui a participé à la BO de Venom, Let Be the Carnage, donc ça doit être Venom 2. J'y connais rien en Venom. Je sais pas non plus, je peux pas te dire. Voilà, et on avait aussi repéré un truc dans le casting. On avait repéré qu'on avait 3 femmes de l'âge des actrices invisibles, comme dirait Carrie Fisher. Donc on a Ming-Na Wen qui a 58 ans, Jennifer Beal qui a 1 mois de différence avec elle, donc c'est celle qui joue Garça, qui est l'actrice de Flashdance, donc c'est une actrice bien connue. Et puis on a Amy Sedaris qui fait Pelimoto, qui elle a 61 ans. Donc c'est habituellement les actrices disent que finalement après entre la fin de la jeune première, on va dire 35 ans, et puis 65 ans, où après elles sont castées pour être des grands-mères, en général les actrices disent que y a un gros trou de carrière, et là on leur a donné des rôles qui sont quand même des vrais rôles d'action, des rôles de composition, bon, comiques aussi, hein, avec Pelimoto. Enfin, chaque rôle est très différent l'un de l'autre, et c'est des rôles importants de la série, quoi. Il y a pas beaucoup de personnages féminins, surprise, c'est Star Wars. Hein, enfin, il y en a 4 en fait. Hein. Il y a donc les 3 qu'on vient de citer, plus la modifiée dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut pas reprocher ça à The Book of Boba Fett, c'est de nous avoir offert 3 rôles avec 3 actrices qu'on va qualifier de âgées entre guillemets. Moi franchement, je vais être Ming-Na Wen ou Jennifer Beals quand je serai vieille, hein. Ah bah clairement. Enfin, je veux dire, elles sont totalement badass, mais d'une façon différente, toutes les 3 en fait. Hein. Ming-Na Wen, elle est vraiment dans l'action. Jennifer Beals, enfin, je suis désolée, mais Madame Garça, elle est plus que canon. Hein. Ah bah clairement, elle donne des chaleurs à tout le monde. Hein. Et Pelimoto, elle a ce côté, en fait. C'est très marrant parce que ça fait, tu sais, la vieille dame avec ses chats, sauf que c'est pas les chats, c'est les robots. C'est vraiment la sociale qui ne parle qu'à ses robots et en même temps qui est très maligne parce que bah pour survivre sur Tatooine comme elle le fait, faut quand même avoir un minimum de créativité. Elle est très douée. Elle a des côtés très surprenants parce que apprendre qu'elle a eu une liaison avec un Jawa, j'ai trouvé ça. Je savais pas quoi faire de cette information, tu vois, c'était too much information, mon cerveau a bugué. Ah, le nombre de mèmes qu'on puisse circuler là-dessus, c'est juste hallucinant. Mais Amy Sedaris, elle est un peu grimée en fait dans la série parce qu'elle est aussi hyper canon quand tu regardes les photos. Mais elle est, on la voit aussi. Bah récemment, elle était dans Unbreakable Kimmy Schmidt où elle avait un rôle comme ça, pareil un petit peu perché, donc ça lui correspond aussi.
Voilà, bon, quoique Pelimoto, au niveau perché, on est quand même sur un niveau pas mal, mais voilà, on a une diversité de rôles qui sont pas des rôles de petits, hein, qui sont vraiment des rôles très intéressants, des seconds rôles importants, et qui sont offerts à autre chose que des jeunes premières, comme tu disais, de 20-25 ans. Carrie Fisher doit être très très fière de la directrice ou du directeur de casting, hein, clairement. Ouais. Et c'est vrai qu'on le personnage de Ming-Na Wen, Fennec, c'est un vrai second rôle de la série, contrairement à The Mandalorian où finalement on n'a pas de second rôle féminin parce que Cara Dune elle est là que quelques épisodes, Pelimoto aussi, et on n'a pas de second rôle comme ça sur tous les épisodes. Alors même si même Boba Fett n'est pas là sur tous les épisodes de la saison. Elle est vraiment dans tous les épisodes on va dire Boba centré. Elle a un vrai rôle très important, quoi. Il y avait autre chose qu'on voulait mentionner, c'était la musique. On retrouve encore Ludwig Göransson, notamment sur le thème principal. Sur les autres morceaux, il est crédité avec Joseph Shirley. Joseph Shirley, c'est un de ses collaborateurs. Il a fait avec lui Creed, Tenet, Black Panther. Sur Mando saison 1, c'est lui qui a fait la programmation de la musique, qui a fait la musique additionnelle sur la saison 2. Donc vraiment, c'est un duo de musiciens ensemble. Sur le thème principal, on vous mettra l'extrait, mais j'ai lu qu'il y avait une forte similarité avec un film suédois qui s'appelle Ronja the Robber's Daughter. Et franchement, c'est vrai que c'est assez similaire. Alors, Ludwig Göransson, il est suédois, donc ça fait probablement partie de sa culture. Et avant d'avoir ce code-là du suédois, moi, je trouvais que ça faisait penser aussi au chant mandalorien qu'on avait dans République Commando. Donc aujourd'hui, c'est la culture mandalorienne legend, hein, cette langue du Mandoa qui avait été développée par notamment Karen Traviss. Mais quelque part, je trouve que on se rapproche d'un point de vue culturel finalement à mettre ces chants un petit peu qui ressemblent un peu à la culture océanienne. Donc ça fait aussi un joli clin d'œil à Temuera Morrison. Voilà. Et d'ailleurs, Ludwig Göransson, il avait dit qu'il avait mis du didgeridoo, donc qui est un corps aborigène. Dans le thème de Boba dans Mando. J'ai pas trouvé d'analyse sur la partie Book of Boba Fett de la musique, donc ça va peut-être sortir après dans des making-of, j'espère. Mais en tout cas, pour ce qui était de l'épisode de Mandalorian, c'est sûr qu'il y avait du corps aborigène, du didgeridoo. Oui, il y a un gros travail de fait sur la bande-son, encore une fois, avec une très belle bande-son, un très beau générique. Voilà, je crois que on aura encore, je pense, beaucoup de choses à dire sur The Mandalorian, tu vois, la saison 2.5 de The Mandalorian. Pardon pour le lapsus, parce que effectivement, un résumé une série de 7 épisodes en 1h30 de podcast, voilà, on squeeze beaucoup d'informations. Bon, néanmoins, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour des choses principales. Après, faut pas non plus que ça soit indigeste et qu'on vous propose un podcast de 5 heures dont vous n'écouterez que les 30 premières minutes parce que vous endormirez.
Et voilà, on reste effectivement, enfin, je vais parler pour moi, hein, pour faire un petit peu le mot de la fin. Justement, je reste un petit peu sur ma fin. Alors c'était plaisant à regarder, mais ça m'a pas laissé un souvenir très marquant. Mis à part cet épisode 5, hein, j'y reviens, je suis désolée, mais il y a vraiment beaucoup subjugué dans sa réalisation, dans ses visuels, etc. Après, est-ce qu'il va y avoir autre chose? Est-ce qu'il va y avoir une autre saison du livre de Boba Fett? Est-ce que ça va être réintégré dans la saison 3 de Mando? Bon bah voilà, hein, la porte est complètement ouverte, on saura plus. Va falloir patienter jusqu'à la fin de l'année en fait pour avoir la saison 3 de Mando. Mais bon, d'ici là, on va avoir Obi-Wan qui va nous comment apaiser un petit peu notre faim normalement, et puis Andor, je crois, qui doit sortir cette année aussi. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est plaisant à regarder, c'est sympa. Après, je vais pas avoir l'attachement à cette saison que je peux avoir avec The Mandalorian. Donc vraiment, c'est une série que j'aurais plaisir, je pense, à re-regarder facilement. Et pour moi, il y a un côté un petit peu artificiel, c'est-à-dire que on a un peu l'impression que finalement, on a fait cette saison de ce Book of Boba Fett pour pouvoir justifier que dans la saison 3 de The Mandalorian, on va avoir Grogu. Et que comme ça, le moment où les deux sont séparés, c'est hors saison finalement. C'est un peu un petit artifice, quoi. Ça, je pense que tout va se dévoiler au fur et à mesure, une fois qu'on aura une vision plus globale, on comprendra peut-être mieux cette saison 2.5 qui est un peu posée là, on se demande un peu ce que ça fait. Alors, je digresse un tout petit peu, j'avais lu des reviews, des critiques qui disaient que c'était peut-être aussi une façon de remettre sur les rails, enfin de manière détournée. Tu sais qu'il y avait eu un projet de spin-off Boba Fett qui avait été a priori plus ou moins remis dans les cartons après le pseudo-flop au box-office de Solo, où on entend plus parler de spin-off depuis. Donc c'était peut-être un moyen pour Disney de recycler un projet avec un personnage qui tenait à cœur au fandom, voilà, et puis ils ont fait un truc un peu hybride, intégré à The Mandalorian, je sais pas, c'est... L'avenir nous dira ce qu'ils avaient voulu faire avec Boba. Ouais, mais finalement, dans cette saison, on a... je dirais qu'on a 4 épisodes de flashbacks, qui sont intéressants pour les flashbacks, 2 épisodes de The Mandalorian, et un épisode de conclusion. Et finalement, le présent se limite vraiment à la conclusion, parce que tout le reste, comme on a dit, ça paraît un peu poussif. L'histoire avec les Hutt, c'est un peu poussif. L'histoire avec les motards, c'est un peu poussif. Voilà. Finalement, ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas dans la temporalité de la série, quoi. Sauf la conclusion. Oui. Et bon, on va voir ce que Disney nous réserve par la suite. Sur ce, alors faut pas croire, hein, on râle beaucoup, mais on a quand même apprécié le visionnage du livre de Boba Fett, qui est un petit peu un ovni pour l'instant dans la galaxie des séries Star Wars. Et donc on attend de voir comment ça va s'imbriquer dans le reste de l'univers, mais surtout on attend avec impatience Obi-Wan. Yes. Et bien sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt.